Bon, donc voilà le matériel dont vous aurez besoin pour la confection des plâtres, des attelles et pour leur ablation. Donc vous avez ici du jersey qui est destiné à venir au contact de la peau du malade. Ici de la Velband qui assure une protection efficace entre la peau et le plâtre. Ici des bandes de plâtre dont la taille est adaptée au type de plâtre ou d'attelle que vous avez à confectionner. Donc vous avez des plus petites, des plus grandes, il y a plusieurs tailles. Parfois le plâtre est remplacé par de la résine. Pareil avec des tailles différentes. Voici un bac qui est destiné à recevoir de l'eau qu'il faut toujours prendre tiède. Ici ce sont les instruments utilisés pour l'ablation des plâtres ou simplement pour les fendre ou les bivalver. Vous avez ici une scie à plâtre qui vibre et qui ne tourne pas, donc ça ne coupe pas, il faut rassurer les malades à ce propos. Vous avez des ciseaux à plâtre, ici un bistouri à plâtre, et cette pince qui est destinée donc à écarter après avoir fendu le plâtre afin de pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc nous allons tout d'abord vous expliquer comment on réalise une attelle dans le cadre d'immobilisation du membre supérieur. Donc ici on va prendre l'exemple d'une attelle en position intrinsèque plus qu'on utilise dans le cadre du traitement orthopédique des fractures principalement du 5e métacarpien qui sont les plus fréquentes qu'on rencontre aux urgences. Donc toujours penser à bien vérifier qu'il n'y a pas de clinodactylie, c'est-à-dire de trouble de rotation du 5e rayon, en enroulant les doigts et en s'assurant que le 5e rayon ne part pas en rotation, puisque c'est cela qui posera une indication opératoire dans les fractures du 5e métacarpien et donc qui contre-indiquera le traitement orthopédique que nous allons vous montrer. Voilà, donc on place la compresse dans la commissure. Ensuite, on solidarise les doigts l'un à l'autre à l'aide d'élastoplaste, d'une demi-bande d'élastoplaste de 3. Donc regardez bien, ce qui est très important, on mettra ensuite une deuxième bande plus proximale. Ce qui est très important, c'est de laisser l'articulation libre. Vous voyez ici que l'interphalangienne proximale est libre. Alors évidemment, il n'aura pas le droit de plier puisqu'il y aura l'attelle. Mais il faut toujours penser, quand on fait des syndactylies, à laisser les interphalangiennes libres, à laisser les articulations libres. Ce qui est le cas ici, ce qui explique que la bande d'élasto soit un peu de biais. Ce qui ne serait pas le cas si elle était parfaitement perpendiculaire. Donc on poursuit la syndactylie. On prend soin de ne pas trop serrer pour éviter un effet compressif de l'élasto. On l'applique, simplement. Encore une fois, de manière à laisser l'articulation libre. Voilà, donc la syndactylie est réalisée. On place ensuite le poignet en position d'extension, ce qui permet d'obtenir assez naturellement une flexion de la métacarpophalangienne à 90 degrés. On moule alors à la bonne longueur l'attelle métal mousse, afin de s'assurer qu'elle couvre toute la longueur des deux doigts qu'on a syndactylisés. On la plie ensuite à la forme du poignet. Voilà, donc ensuite on habille l'attelle à l'aide d'une protection par Velband. Il ne faut pas hésiter à être généreux avec la Velband. L'attelle peut être assez contendante pour la main du malade. Voilà, donc on a une attelle qui est bien habillée, qui s'applique harmonieusement sur la main et sur l'avant-bras. Là, vous voyez qu'on prend soin de garder toujours visible le bout des doigts, qu'on va dégager, voilà, pour s'assurer tout simplement qu'ils ont une bonne coloration et que notre élasto ne fait pas effet garrot, ce qui est très important. Enfin, avec une bande d'élasto un peu plus large, on maintient le tout, toujours en le posant et sans le serrer, en tout cas sans trop le serrer pour éviter d'effet garrot. Voilà, alors donc effectivement, pour s'assurer d'un bon maintien, on utilise la méthode dite en 8 chiffres, c'est-à-dire qu'on descend avec l'élasto vers la partie distale de l'avant-bras, puis on remonte, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on descend, ensuite on va remonter vers la partie proximale, ce qui permet deux choses. Vous voyez qu'on a cet aspect de descente, puis de montée,
puis de descente, ce qui permet un maintien optimal, et ce qui permet également d'éviter, encore une fois, l'effet de vidange du membre. C'est moins vulnérant et c'est moins compressif. Cette méthode de 8 de chiffres est appliquée également lors de vos bandages. Ensuite, on solidarise l'attelle à la main. Voilà, on libère ensuite les articulations métacarpophalangiennes. Et alors vous voyez que ce qui est très important, comme toujours en orthopédie, on immobilise que ce qu'il est nécessaire et indispensable d'immobiliser. Ce qui veut dire que là, dans le cas précis, on a immobilisé uniquement le rayon atteint, ainsi que le rayon avec lequel il est syndactylisé. En revanche, on prendra grand soin de libérer voilà, toute la colonne du pouce, intégralement libérée, et surtout la pince pouce-index. Et dans ce cas précis, la pince pouce majeur également, afin de permettre de conserver une fonction optimale malgré l'immobilisation. Voilà, méfiez-vous bien de cette première colonne, la colonne du pouce, qu'on a tendance en général à ne pas suffisamment libérer. Le premier métacarpien doit toujours être libre au maximum quand il n'y a pas de raison de l'immobiliser. Également, assurez-vous bien que la face palmaire au niveau des plis de flexion métacarpophalangiens soit libre, afin de permettre une bonne flexion des doigts. Vous voyez ici qu'on a une fonction qui est très bien conservée avec une main à 3 doigts, ce qui permet d'assurer l'essentiel des activités de la vie quotidienne. Vous penserez toujours à effectuer une petite écharpe qui maintient le membre supérieur en position surélevée afin d'éviter la formation d'œdème. Et voilà, vous voyez ici que la main est surélevée, donc elle ne risque pas trop de gonfler. Donc on va maintenant vous montrer comment on réalise une attelle. Donc l'attelle est destinée à réaliser une immobilisation antalgique d'un patient traumatisé, en l'occurrence du membre supérieur, soit en contexte préopératoire quand vous accueillez le malade aux urgences, ou alors en attendant d'avoir une confirmation de votre diagnostic suspecté par les radios. Donc l'attelle, c'est vraiment le traitement antalgique optimal, tout simplement parce que ça immobilise le segment osseux fracturé, et donc c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour l'antalgie. Alors pensez bien, quand vous confectionnez un plâtre, une attelle ou pour n'importe quel geste technique, pensez bien à vous installer dans des conditions de confort maximal pour vous et pour le malade. En l'occurrence, ici on va vous montrer une attelle de poignet, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions, et il faut que le malade soit dans de bonnes conditions. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un membre supérieur flottant dans le vide, c'est extrêmement douloureux pour la fracture qui est mise en contrainte. Donc prenez le temps de vous installer correctement, prenez le temps d'avoir des points d'appui non douloureux pour le malade et qui vous permettent de travailler dans des conditions satisfaisantes. Donc la première étape va consister à dérouler le jersey sans trop l'étirer sur le membre sur lequel on réalise l'attelle. Donc comme toujours pour le membre supérieur, quand on place un jersey, on découpe une petite pastille de jersey au niveau de l'articulation métacarpophalangienne du pouce pour permettre de libérer la première colonne. On déplie ensuite le jersey sur la longueur désirée, voilà, jusqu'au bout du coude. On tapisse ensuite le membre supérieur de V-band pour le protéger. Pensez bien à faire 2 tours au début de votre V-band, c'est important. Et vous voyez ici qu'on prend soin de recouvrir l'avant-bras de manière à ce qu'il y ait sensiblement toujours 2 épaisseurs de V-band. On repasse sur la moitié de là où on est passé préalablement. Voilà, ensuite on coupe la V-band pour permettre de libérer la colonne du pouce. À nouveau, à chaque fois qu'on passe, on coupe la V-band plutôt que de la replier sur elle-même, ce qui entraîne un effet de boule assez désagréable au niveau de la première commissure. Voilà, et vous voyez que donc l'épaisseur de V-band doit être à peu près homogène sur tout l'avant-bras. Alors, on recouvre ensuite la V-band d'un deuxième jersey. Selon le même protocole, on enlève une petite pastille de jersey pour libérer la colonne du pouce. Et on déroule délicatement le jersey sur la protection. Ce qui permet en fait d'éviter de mettre l'attelle en plâtre elle-même dans du jersey.
Ainsi, on pourra la mouler très convenablement et éviter l'interposition d'air entre les couches de plâtre. On mesure ensuite la longueur nécessaire de la telle et on déroule une bande de plâtre en aller-retour, en V, voilà, pour qu'elle soit un peu plus large, sur toute la largeur, sur toute la longueur d'une bande. Pardon. Alors, il faut pas que la telle fasse moins de 10 épaisseurs, hein. Sinon elle ne sera pas solide. Ensuite, il faut penser à libérer toujours la colonne du pouce. Hein. C'est vraiment une préoccupation dans toutes les immobilisations du membre supérieur pour permettre d'avoir une mobilité normale des doigts et notamment du pouce s'il n'y a pas de raison d'immobiliser. Donc voilà, vous dégagez un petit volet latéral, enfin sur le bord radial de votre attelle. Ensuite, on la plie et on va la mouiller. Alors, il faut absolument, quand vous êtes à ce stade du jeu, vous ayez tout prévu parce que le plâtre, une fois qu'il est mouillé, il sèche et une fois qu'il sèche, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, vous devez vérifier que votre attelle est bien préparée, que le jersey est bien déroulé, la vellebande bien à la bonne hauteur, à la bonne épaisseur, le deuxième jersey par-dessus, la colonne du pouce libre, et seulement quand vous êtes certain que tout est prêt, que vous avez la bande velpo prête à l'emploi, là vous pouvez mouiller la telle. Et là vous mouillez la telle, toujours dans une eau tiède. Quand on mouille une attelle ou un plâtre, on le plonge dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent. C'est le signe que toute la telle ou tout le plâtre est imbibé. Ensuite on le lisse. C'est une étape très importante. Ça permet d'éviter la survenue d'interposition de bulles d'air dans le plâtre, ce qui le fragilise. Donc on le lisse bien, des deux côtés. Et on l'applique sur l'avant-bras, en le moulant bien. Voilà, vous voyez qu'il fait exactement la bonne longueur. Il n'est pas trop long, donc il ne va pas bloquer la flexion des doigts. En même temps, il n'est pas trop court. Il est bien. Donc on le lisse bien avec la paume. Hein. Voilà, on évite de mettre des empreintes avec les doigts sur le plâtre et encore plus sur la résine qui sèche assez rapidement et donc ça fait des points de compression partout où on met les empreintes de doigts. Donc quand on touche un plâtre ou une résine, c'est toujours de manière très large avec le creux de la main. Vraiment, on essaye au maximum d'avoir des points d'appui qui sont larges. Voilà. Voilà. Ensuite, on replie le jersey de part et d'autre, en distal et en proximal. Et on maintient le tout par une bande velpo du calibre adapté qu'on va dérouler selon la même méthode que tout à l'heure en spica, c'est-à-dire en 8 de chiffres. Donc c'est ce qui permet un maintien optimal et ça permet d'éviter toute compression. Voilà, l'approche de la colonne du pouce impose toujours de libérer la bande sur une grande partie, la moitié en général de la bande. Ensuite, on maintient la vellebande par-dessus le bras, que votre externe prendra soin de vous préparer à l'avance. Voilà. On libère bien la colonne du pouce, encore une fois. Et vous voyez la telle, qui donc laisse libre toute la colonne du pouce. Vous voyez donc la telle qui laisse libre toute la colonne du pouce, qui laisse libre la flexion des doigts, qui n'ont aucune raison d'être immobilisés, puisqu'elle ne monte pas plus haut que le pli de flexion palmaire. En revanche, à la face dorsale, le bandage monte jusqu'à la tête des métacarpiens. Et puis elle laisse le pli du coude libre. Toujours pareil, on pense bien à faire une petite écharpe qui maintiendra le membre en position surélevée pour éviter qu'il gonfle. On va maintenant vous montrer comment on réalise une attelle commissurale, donc qui permet de maintenir la première commissure avec le pouce en opposition au doigt long. C'est une attelle que vous réaliserez dans le cadre des entorses graves du ligament latéral interne ou des fractures de Bennett. En tout cas, c'est une attelle qui est importante à savoir faire aux urgences. Alors, la position d'immobilisation pour les attelles commissurales, vous devez imaginer que le patient doit pouvoir attraper, bon ici une nouvelle bande, ou sinon on dit une position de canette. Il faut qu'il puisse attraper une canette sans avoir à bouger les doigts. Ça permet d'avoir un pouce qui est en bonne situation d'opposition. Il a tendance à se mettre dans des positions de repos antalgique quand il est traumatisé, le pouce. Et donc il ira se placer dans le creux de la main
où il perdra en tout cas cette attitude d'opposition que vous devez absolument restaurer par votre attelle. C'est d'ailleurs là tout son intérêt. Voilà, donc on commence par mettre la première couche de jersey au contact de la peau, toujours en libérant cette partie pour la colonne du pouce. Voilà le jersey, la première couche. On recouvre ensuite de velband la colonne du pouce. En laissant, en général, on prend soin de laisser l'interphalangienne du pouce libre, parce qu'il n'y a pas de raison de l'immobiliser. Vous voyez, on recouvre la colonne du pouce en laissant l'interphalangienne libre, et la main, avec toujours ces mêmes impératifs pour les doigts, pas de contrainte de la flexion des doigts, et en même temps en bloquant à la face dorsale la métacarpophalangienne. Ensuite, on recouvre la protection, la velband d'une deuxième épaisseur de jersey, comme tout à l'heure pour la telle une petite manchette, ce qui permettra de venir directement mettre le plâtre au contact du deuxième jersey. Voilà donc une attelle de 5 cm en fait. Donc encore une fois, on s'assure que tout est bien prêt avant de la mouiller. On la mouille, on attend qu'elle arrête de buller. On peut l'essorer un peu. Et on vient l'appliquer dans la première commissure en cravatant le pouce. C'est un mouvement extrêmement important. Vous voyez qu'on cravate le pouce. Voilà, on laisse libre la première phalange. On replie ensuite le jersey. Enfin, on maintient l'ensemble avec une bande de velpo. Toujours la petite fente pour le pli du pouce. Alors, encore une fois, vous avez pris soin de faire préparer au préalable du sparadrap. On va maintenant vous montrer comment on réalise une manchette plâtrée, qui est l'un des plâtres que vous serez amené à faire le plus fréquemment aux urgences. Voilà, donc on procède de la même manière que précédemment, c'est-à-dire qu'on commence par revêtir le membre d'une épaisseur de jersey. Toujours avec douceur, toujours en pensant qu'on a un membre fracturé. On libère la métacarpophalangienne du pouce, et ainsi toute la première colonne. On recouvre ensuite le membre de velband pour le protéger, en faisant en sorte d'avoir à peu près 2 épaisseurs partout. Une petite fente pour la colonne du pouce. À ce moment-là, on déroule les quelques premiers centimètres pour poser avec précision sur la partie proximale, toujours deux bandes au début, et on descend. Sans trop serrer, la bande de plâtre se pose. La bande de résine encore plus. Jamais, jamais, jamais vous ne devez tirer sur le plâtre au risque d'être très compressif et d'avoir des compressions sous plâtre, ce qui est ce que vous craindrez systématiquement. Là, on le fend autant que nécessaire pour libérer la colonne du pouce. Toujours penser, comme vous allez le voir, à laisser libre la flexion palmaire des doigts, enfin le pli de flexion palmaire. Voilà, c'est un geste très important d'attraper la colonne du pouce, ça permet à la fois de mouler la paume de la main et de libérer la colonne du pouce. On travaille le plâtre jusqu'à ce qu'il sèche.
La première bande étant posée, on peut replier le jersey. Vous verrez que le jersey colle assez facilement au plâtre mouillé, donc c'est plutôt pratique quand on le replie. Il n'a pas tendance à remonter, il reste dans la position dans laquelle vous le mettez. Vous voyez donc que vous avez une pince pouce index et même police digitale complète jusqu'au 5e doigt, qui est complètement libre. Et une flexion du coude, c'est très important. Une flexion du coude qui est libre, ça permet d'éviter à la fois d'abîmer le plâtre et surtout d'abîmer une petite flexion du coude, parce que les patients n'attendront pas pour plier leur coude et il est important que la flexion soit libre. Pour bien recouvrir le jersey. En la posant simplement, évidemment, sans tirer dessus. Donc on lisse bien. Toujours avec patience, hein, il faut attendre que le plâtre sèche. Voilà, donc vous voyez qu'on a une colonne du pouce parfaitement libre, avec un pouce qui n'est pas agressé par le plâtre, des doigts longs qui sont eux-mêmes parfaitement libres, qui peuvent bien venir se poser avec le pouce, avec une fonction de la main qui est donc quasiment intégralement conservée. Une flexion du coude qui est parfaitement libre également. Alors on va vous montrer comment on réalise un bivalvage de plâtre. C'est un geste qui est très important, que vous serez amené à faire chez tous vos malades qui ont des douleurs sous plâtre et chez qui en tout cas vous avez un doute sur une compression sous plâtre. Le bivalvage de plâtre, c'est un geste indispensable à maîtriser. Et vous voyez ici qu'on a dessiné sur cette planchette le trajet du bivalvage. Donc en fait, il va falloir réaliser 2 traits de fente de plâtre. Un qui sera donc plutôt sur le bord radial et l'autre qui sera plutôt sur le bord ulnaire. Pourquoi? Tout simplement parce que avec ce bivalvage, on pourra, si on le désire, conserver uniquement une attelle palmaire, une attelle dorsale, mais plutôt une attelle palmaire en général, et donc ça permet de ne pas perdre le bénéfice qu'on peut tirer du plâtre de manière complète. Donc, avant toujours de bivalver un plâtre, pensez à matérialiser par un trait de stylo ou de feutre le trajet de votre bivalvage, toujours en gardant à l'esprit que vous devez pouvoir utiliser le plâtre au moins en tant qu'attelle après l'avoir bivalvé. Et ensuite, pensez à rassurer vos patients sur cet instrument de torture qui est une scie à plâtre. La scie à plâtre ne coupe pas, elle vibre. Elle vibre et c'est vrai. Ça veut dire que si vous faites ça, vous ne vous coupez pas. Ça fait pas mal. Alors, la scie à plâtre ne coupe pas, en revanche elle vibre, et ce qui veut dire que ça permet de couper ce qui est rigide, mais pas ce qui est mou. Donc le patient ne craint rien parce qu'en plus il est protégé par de la velbande, etc. Donc vraiment, rassurez-le, ça fait très peur une scie à plâtre, mais ça fait pas mal du tout. Vous voyez que le mouvement n'est pas un mouvement de va-et-vient, mais un mouvement de haut en bas. Voilà, donc vous avez bien vu que pendant le bivalvage, le geste, c'est pas un mouvement de va-et-vient, sinon ça coupe rien du tout. C'est un mouvement de haut en bas, c'est la pression qui permet de couper, on se décale à chaque fois. Quand on a bien fendu le plâtre en entier, on peut introduire cet instrument qui permet d'écarter les berges du plâtre fendu. Voilà.
Voilà, donc à ce stade, vous avez deux possibilités en fonction de ce qu'il y a sur votre plâtre et de ce que vous désirez faire. La première, c'est tout simplement de recouvrir le plâtre bivalvé d'une bande Velpo. En effet, en général, le simple bivalvage permet de lever la compression, puisque c'est le fait qu'il est trop serré qui entraîne les compressions. Le bivalvage soulage votre patient. Et donc, on recouvre ensuite le tout d'une bande Velpo pour éviter que ça se démonte, évidemment sans la serrer. Voilà. Alors la deuxième possibilité, c'est tout simplement de retirer le capot dorsal et de transformer votre plâtre en une attelle. Et vous voyez donc que grâce au trajet préalablement réfléchi du trait de scie à plâtre, eh bien, on peut avoir une attelle palmaire tout à fait satisfaisante qui immobilise le poignet de manière très efficace. Donc le capot est d'autant plus facile à enlever que le plâtre est sec. Sur un plâtre humide, c'est toujours plus difficile. Voilà, ensuite vous pouvez recouvrir votre attelle d'une bande Velpo. Cette technique de bivalvage est identique à celle que vous utiliserez pour un BAVP, si ce n'est qu'elle montera plus haut. Voilà. Donc on va maintenant vous montrer comment on réalise un BAVP, donc un plâtre brachio-antébrachiopalmaire. On commence à rentrer dans des plâtres qui génèrent beaucoup de saleté et vous devez laisser l'endroit où vous confectionnez votre plâtre dans l'état de propreté dans lequel vous l'avez trouvé. Et donc il faut penser à protéger le malade et le lieu de travail de tous les débris que vous allez générer. Donc il faut penser que le malade, en général, qui a un plâtre, est susceptible d'être traité en ambulatoire et donc rentrera chez lui avec les vêtements avec lesquels il est venu. Évitez de les baigner de plâtre. Vous pouvez ainsi le recouvrir d'un drap qui permettra d'éviter de salir les vêtements du malade. Alors, pour faire le BAVP, il faut dégager évidemment le membre supérieur jusqu'à l'épaule et penser au préalable à enlever les vêtements qui seraient susceptibles de pouvoir être ôtés après la réalisation du plâtre. Donc la confection du BAVP va commencer par la mise en place du jersey, évidemment, qui va monter à la hauteur désirée, donc assez haut sur le bras. On libère toujours la colonne du pouce. Avec beaucoup de douceur, on déroule le jersey. Vous voyez que votre jersey doit être bien moulant, il faut éviter de prendre des jerseys trop larges. Et il faut monter très haut. Un BAVP, ça doit monter toujours plus haut qu'on l'imagine. La position dans laquelle on va essayer d'immobiliser le membre supérieur, ça va être la suivante. Un coude à 90 degrés de flexion, 90 et 100 degrés de flexion, et surtout une main en position de pronosupination neutre, c'est-à-dire parallèle au bord externe du bras. Et alors là, on va commencer en fait par faire une manchette en plâtre, puisqu'on prend soin au préalable de préparer le BAVP. Mais on commence par faire la manchette. En effet, le plâtre séchant assez rapidement, il est complètement illusoire d'imaginer pouvoir tout réaliser en un seul temps. Donc on prend son temps, on fait d'abord une belle manchette, et ensuite on la complétera. Voilà, alors là on va préparer la deuxième partie du plâtre, c'est-à-dire que la velle bande doit venir monter très haut, c'est-à-dire plus haut sur le bord externe que sur le bord interne du bras. Et là, évidemment, le risque maximal du BAVP, le risque le plus important, c'est la compression au niveau du pli du coude, des éléments vasculo-nerveux, compression qui est très fréquente, et qu'il faut absolument prévenir d'abord en mettant de fortes épaisseurs de velle bande à cet endroit-là, et ensuite, comme on va vous le montrer, en déroulant le plâtre
d'une manière spécifique. On est donc prêt à réaliser une manchette, puis un complément pour obtenir un BABP. Alors on replie le jersey qui va venir spontanément coller au plâtre mouillé. Donc un BABP, c'est un plâtre qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de concentration. Il ne faut vraiment pas se précipiter. C'est très important de prendre son temps. C'est une vraie manchette, hein, on ne se contente pas d'une seule bande, on fait exactement comme une manchette standard. Donc ça c'était la première partie du BABP, on confectionne une manchette et l'on prépare la réalisation du reste du plâtre, la partie brachio-antébrachale. Alors toujours avec un parallélisme parfait entre le face dorsale de la main et le bord externe du bras, ce qui équivaut à une position donc, de pronospination neutre. Donc là on va vraiment insister sur la nécessité de ne pas générer de compression au niveau du pli du coude. Et on va vous montrer comment on réalise en fait une chambre antérieure à l'aide du plâtre pour éviter que le plâtre vienne directement se mouler au contact de la face antérieure du pli du coude, ce qui serait délétère. Donc comme toujours, on commence par dérouler le plâtre à la partie proximale du membre, deux tours au début, et puis on descend. Et là voilà, regardez bien, alors on va aller doucement, regardez bien comment on vient mettre la bande en plein milieu du pli du coude. C'est-à-dire que le bord distal de la bande ni le bord proximal de la bande ne doivent atterrir sur le pli du coude. La première bande doit vraiment passer de manière tout à fait transversale au pli du coude. Il ne faut pas du tout qu'elle soit décalée en proximal ou en distal, elle doit vraiment venir complètement recouvrir le pli du coude, ce qui permet d'éviter la compression par les extrémités de la bande. C'est très important, c'est ce qui ménage la chambre antérieure qui permet d'éviter les compressions. Alors on prendra tout le temps nécessaire pour bien mouler cette partie du plâtre, étant entendu que les moindres mouvements de flexion-extension du coude vont entraîner des fractures du plâtre. Et donc à ce stade du jeu, il faut absolument prendre soin de ne pas du tout bouger en flexion-extension. Sinon après on doit renforcer le plâtre par une autre bande et c'est l'escalade. Donc on prend son temps, on ne bouge pas la flexion-extension, on travaille bien son plâtre. Ensuite, on complète par une dernière bande, après avoir replié le jersey. Voilà, donc au niveau de l'écran, il est important d'avoir un plâtre qui est solide, puisque c'est un endroit qui se fracture régulièrement. Les gens ils ont tendance à s'appuyer sur leur plâtre. Donc là, encore une fois, on va faire une petite écharpe qui surélève le membre, mais surtout qui le soutient, parce que c'est quand même assez lourd un BABP pour... Voilà.
On va donc maintenant réaliser un bivalvage du BABP. Donc toujours, vous devez avoir présent à l'esprit l'idée que vous devez pouvoir conserver au moins une attelle postérieure, enfin au moins une attelle, après le bivalvage. Donc ne saccagez pas votre plâtre, mais coupez-le selon des pointillés qui ont été réfléchis. Vous voyez ici qu'après ablation du capot antérieur, on aura un capot postérieur tout à fait convenable pour maintenir quand même le membre supérieur dans une position satisfaisante. Donc prenez le temps de faire vos pointillés selon un trajet qui vous paraît le plus intelligent pour pouvoir utiliser ce qui restera de votre plâtre. Là, vous voyez qu'on a pris soin de conserver la partie postérieure du plâtre, ce qui permet d'en faire une attelle avec aucun risque de compression, puisque toute la partie antérieure est libre. Voilà, Yatel. Alors on va maintenant parler d'une méthode d'immobilisation de l'épaule qui s'appelle le maillot clinique. C'est une méthode qui est très simple et très efficace pour immobiliser toutes les épaules traumatisées. C'est ce que vous ferez au décours d'une réduction de luxation antérieure interne d'épaule. C'est également ce que vous ferez pour immobiliser vos patients traumatisés de l'épaule avant de les hospitaliser dans votre service. Voilà, donc le maillot clinique, c'est vraiment le type d'immobilisation que vous devez connaître pour l'épaule. Et vous allez voir que pour le réaliser, on a besoin de jersey. C'est possible un jersey de 10, c'est la taille standard. Et la longueur dont on aura besoin, c'est en fait 5 longueurs de bras du malade. Donc vous prenez la longueur d'un bras, et ensuite vous en déroulez 5 longueurs, voilà, donc 1, 2, etc. Vous prendrez 5 longueurs de bras du malade. On a besoin de 2 américains, 2 pansements américains pour protéger les zones avec lesquelles le jersey sera susceptible de frotter. On a besoin, si possible, d'épingles à nourrice et de sparadrap. Alors en l'absence d'épingles à nourrice, on les remplacera par le sparadrap tout simplement. Et évidemment de ciseaux, comme toujours. Voilà. Alors,
On va bien prendre notre temps parce qu'il faut bien comprendre la technique. Donc, on commence par prendre une longueur de bras qui dépasse, voilà, sur le bras qu'on va essayer d'immobiliser. Voilà. Et on prend les mesures pour pouvoir le replier. Et ensuite, voilà, il faut bien comprendre que le trou qu'on fait là, qui va arriver sur l'épaule, voilà, c'est ce qui va permettre de rentrer la main à l'intérieur du jersey. Vous voyez, ce bout qui dépasse là ne servira simplement qu'à pouvoir revenir sous le bras qu'on va immobiliser pour le bloquer. Vous allez voir, voilà, on glisse le membre supérieur traumatisé à l'intérieur du jersey. Voilà, on va vous montrer ce qui dépasse. Vous voyez, ce qui dépasse ne servira qu'à retenir le membre supérieur. C'est très important. Voilà, donc vous voyez maintenant que le membre supérieur est ganté du jersey. Alors on va prendre soin de le replier pour pouvoir le fourrer avec un américain, ce qui permettra d'éviter les compressions au niveau de la nuque, ce qui finit par être douloureux puisque c'est une immobilisation qui est parfois portée pendant plusieurs semaines. Vous voyez ainsi que l'américain protège et adoucit le contact entre la nuque et le maillot clinique. Il faut que vous ayez une longueur suffisante pour pouvoir replier sur lui-même le jersey et ensuite le fixer avec une épingle à nourrice. Si vous avez la chance d'en avoir, sinon vous faites un nœud que vous couvrez de sparadrap. De toute façon, même l'épingle à nourrice doit être couverte de sparadrap, car l'épingle à nourrice, il est illusoire de croire qu'elle pourra tenir 3 semaines sans s'ouvrir. Donc on la couvre de sparadrap. Vous voyez que le membre supérieur traumatisé est fourré en fait à l'intérieur du jersey, qui reste donc une grande longueur de jersey. Voilà. On ménage un orifice au niveau du pli de flexion dorsale du poignet pour pouvoir faire sortir la main. Alors vous voyez qu'ici on a une zone de souffrance potentielle, un conflit potentiel entre le jersey et le poignet, donc on le replie pour éviter que le bord du jersey ne vienne trancher le dos de la main. Donc on le replie, c'est un geste très important. Il est fréquent de voir des irritations, voire même des ulcérations de la peau en raison de ce jersey, si on ne prend pas soin de le replier. L'épingle à nourrice est à nouveau protégée par du sparadrap. Vous voyez que maintenant, on n'a plus de risque, le jersey étant bien ourlé, on n'a plus de frottement. Vous pensez que l'orifice doit être assez large pour prévenir le gonflement de la main. On pense à placer un deuxième américain au niveau du creux axillaire. En effet, vous pouvez imaginer l'état de transpiration dans lequel se trouvera le creux axillaire après 3 semaines d'immobilisation, donc il faut prévenir les problèmes. Ensuite, voilà, c'est très important. Vous voyez que la longue portion de jersey passe sous le bras sain et vient faire le tour par derrière du thorax du malade. Vous voyez, c'est très important. Ici, le membre supérieur qui est fourré à l'intérieur du jersey se prolonge par du jersey qui vient faire le tour du thorax, puis le tour du membre supérieur traumatisé. Donc, je vous refais le trajet du jersey. Là, le membre supérieur est fourré dans le jersey. Il part de là, donc il fait le tour de la nuque. Ici, le membre supérieur rentre à l'intérieur du jersey. Il est fourré dans le jersey sur toute sa longueur. Et ensuite, le jersey se prolonge, fait le tour du thorax, puis le tour du membre supérieur, et est fixé par une épingle à nourrice. Vous voyez ainsi que les mouvements d'abduction
sont bloqués par le jersey qui plaque le membre supérieur contre le thorax, et les mouvements de rotation sont aussi bloqués. Le membre supérieur est donc très bien immobilisé, et particulièrement dans les mouvements, dans les secteurs de mobilité concernant l'épaule. Alors vous allez voir maintenant que, comme toujours quand on prévoit des immobilisations prolongées, il faut imaginer ce que ça va devenir. Le maillot clinique peut être très beau quand il sort de votre salle de plâtre, et 2 jours plus tard se démonter complètement. Juste, on va montrer à quel point il peut glisser, si on ne prend pas soin de l'immobiliser, à quel point il peut glisser en arrière ou en avant, perdant ainsi toutes ses qualités de contention. Il faut donc prendre soin de le fixer à l'aide d'une épingle à nourrice. C'est très important, à la fois devant, mais également derrière, ce qui permettra non seulement d'éviter que le jersey roule sur le thorax à l'arrière, donc roule sur le dos, ce qui permettra également d'en maintenir une bonne tension, et enfin, ce qui permettra d'éviter les mouvements de glissement vers l'avant ou vers l'arrière de la partie qui coiffe l'épaule. Pensez toujours, quand vous réalisez une mobilisation prolongée, pensez toujours comment elle peut se démonter et comment vous pouvez prévenir ce démontage. Voilà, on va reprendre une dernière fois le trajet du jersey pour bien comprendre. Donc le jersey part d'ici, fait le tour du poignet, remonte dans la nuque où il est protégé par un américain. Au niveau de l'épaule, le jersey est fourré par le membre traumatisé, qui vient à l'intérieur du jersey par le trou qu'on a fait au préalable. Le membre supérieur fourre le jersey jusqu'au poignet. Ensuite, le jersey se prolonge, vous voyez, le jersey se prolonge. Alors on a pris soin de le replier pour éviter qu'il soit contendant au niveau de la face dorsale du poignet. Le jersey se prolonge et fait le tour du thorax par l'arrière, puis vient refaire le tour du membre supérieur et est fixé à l'aide d'épingles à nourrice. On prend soin de mettre un américain dans le creux axillaire, une épingle à nourrice en avant et une en arrière, toutes les deux protégées par du sparadrap, pour éviter les mouvements de glissement et le démontage général du maillot clinique. Alors dans le cadre des immobilisations du membre inférieur, on va vous montrer comment on réalise une botte plâtrée. Donc une botte plâtrée, c'est l'équivalent au membre inférieur de la manchette plâtrée au membre supérieur, c'est-à-dire qu'elle prend la jambe, la cheville et le pied. Donc pour la réalisation d'une immobilisation du membre inférieur, il est quand même préférable d'être aidé, parce que le patient est en général incapable de vous aider puisqu'il est traumatisé, et qu'il faut respecter les impératifs de position dont on vient de parler. Donc, comme toujours, on commence par dérouler une bande de jersey sur la longueur désirée. Voilà. Sur les plis de flexion, pour éviter d'avoir des replis comme ça partout sur le jersey, vous pouvez sacrifier en fait entre guillemets un pli, mais à l'endroit où vous l'avez décidé. En l'occurrence, sur le pli de flexion, ça permet d'éviter les compressions et d'être lisse sur le reste du membre. On déroule ensuite la belle bande. Un deuxième jersey par-dessus la belle bande pour accueillir le plâtre. Encore une fois, évitons les plis. Et 6 plis il doit y avoir, autant que ce soit là où vous le voulez et comme vous le voulez. Donc on va faire un pli unique au niveau de la cheville. À partir de ce moment-là, vous devrez faire très attention à ce que votre botte plâtrée, on le reverra à la fin du plâtre, mais à ce que votre botte plâtrée recouvre bien la tête des métatarsiens, parce que même quand on préconise une décharge, il faut faire en sorte que le pied soit bien couvert de la même manière que la main, pour éviter les mouvements qui pourraient être délétères. Donc on doit bien recouvrir la plante du pied, et en même temps bien dégager la face dorsale des orteils. C'est un peu l'inverse de ce qu'on avait pour la main, où il fallait bien recouvrir la face dorsale, et bien dégager la face palmaire. Ici, il faut bien recouvrir la face palmaire, plantaire,
et bien dégager la face dorsale. À partir de ce moment-là, comme toujours, avant de mouiller le plâtre, on se place dans de bonnes conditions, et c'est là que l'aide intervient, puisque le malade ne peut pas tenir sa jambe, en tout cas pas pendant la réalisation du plâtre, et surtout pas à mesure qu'il s'alourdit. On prend donc le pied par les orteils, si possible, troisième et quatrième, voire quatrième et cinquième. Pourquoi? Parce que si on les prend par la luxe, le pied part complètement au varus. Donc non, ça ne fait pas mal, et on peut tout à fait prendre le pied et tenir tout le membre, qui doit être parfaitement relâché, tenir tout le membre juste par les orteils. Ça va être le travail de l'aide. Ce qui permettra, vous le voyez, de maintenir la cheville à 90 degrés et d'éviter l'éversion, le varus et le valgus, donc d'être en bonne position. Le patient doit se relâcher complètement, donc vraiment abandonner le membre, abandonner la jambe, voilà. Bien décontracté. Bien décontracter, bien relâcher, parce que sinon il va se tétaniser. Et là on est prêt, vous pouvez tout à fait porter le membre en entier avec les orteils, hein, ça fait pas mal. On mouille la première bande jusqu'à ce que ça bulle plus. On ne les sort pas mais on la secoue. Alors l'aide doit s'effacer au maximum pour permettre au chirurgien de travailler et de bien dérouler son plâtre. Il faut absolument éviter la course-poursuite entre les mains de l'aide et les mains du chirurgien qui plâtre. Voilà, normalement l'aide n'a pas à bouger, hein, il tient vraiment et... Donc, comme toujours pour la première bande, on prend grand soin de la travailler, d'attendre qu'elle ait séché, au moins un peu. Donc, ensuite on replie le jersey. Voilà, donc vous voyez, on couvre bien le pied, et notamment l'intégralité des métatarsiens, et surtout du cinquième, sur le bord externe. Et qu'on laisse libre ici la face dorsale des orteils. Alors on renforce le plâtre, ça va être un plâtre solide, hein, une botte plâtrée. Donc vraiment gardez toujours à l'esprit que, particulièrement au moment où le plâtre est en train de sécher, vous ne devez tolérer aucun déplacement du pied, ni en flexion-extension, ni en valgus-varus. Vous devez être à 90 degrés en position neutre. Alors, on travaille le plâtre, on peut le lisser avec un gant comme pour la manchette.
Vous voyez, l'aide ne bouge pas. Hein. Vous voyez bien la botte là, c'est très important, elle est vraiment à 90 degrés, à angle droit. C'est fondamental. Hein. Si le pied est amené à s'enraidir, il faut que ce soit dans cette position et pas dans une autre position. Vous voyez également que la face dorsale laisse les orteils bien libres, il peut les bouger. Voilà. Donc c'est très bien. On va maintenant réaliser une attelle creux-pédieuse, donc qui permet d'immobiliser le membre inférieur depuis la racine de la cuisse jusqu'au bout des orteils. Cette attelle creux-pédieuse immobilisera donc le genou, qui ne pourra plus fléchir ni étendre, la cheville et le pied. Donc elle est très importante et vous allez voir une technique astucieuse pour la réaliser sans barre à genoux, puisque malheureusement on n'est pas toujours équipé de ce matériel. Donc comme pour toutes les immobilisations du membre inférieur, vous aurez besoin d'un aide qui se chargera de tenir par les orteils le pied, pour que vous puissiez travailler tranquillement. Alors cette position, même en cas de fracture, en fait, n'est pas très douloureuse, puisqu'elle ne met pas en contrainte le foyer de fracture. C'est même parfois soulageant. L'attelle creux-pédieuse, comme le plat creux-pédieux qu'on va voir tout à l'heure, doit monter bien haut à la racine de la cuisse. En général, on a tendance à l'arrêter très tôt au-dessus du genou, et c'est une erreur. Il faut que ça remonte bien haut, toujours au-dessus de la moitié de la cuisse en tout cas. Donc on déroule l'avènement. Voilà, on verra que le creux poplité est au membre inférieur, ce que le pli du coude est au membre supérieur. C'est le point de compression, notamment des vaisseaux poplités et des nerfs qui passent dans la région, et que donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de compression à cet endroit-là. Donc toujours l'aide qui prend soin de tenir les orteils. Pas hésiter à demander au patient de vous aider hein, quand il est valide de sa main. Il peut tout à fait attraper le jersey et vous le tenir. Ça évite qu'il redescende. Voilà, alors l'astuce pour réaliser cette attelle sans barre à genoux, c'est qu'après qu'on ait positionné la belle-bande et les jerseys, on retourne le malade dans des cuisses ventrales. Faisons attention à ce qu'il ne tombe pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le pied et la cheville viennent directement se positionner dans la position de repos à 90 degrés. Et en plus, c'est beaucoup plus confortable en termes d'antalgie pour le patient. Alors évidemment, il va falloir un aide. Donc on prend les mesures sur le membre inférieur du malade de la longueur dont on a besoin. On déroule ensuite le plâtre en V. Alors il faudra beaucoup de plâtre puisque les attelles du membre inférieur doivent être plus épaisses que celles du membre supérieur en raison des contraintes auxquelles elles sont confrontées. Et elles sont en outre beaucoup plus longues. Et voilà, on renforce bien le creux poplité parce que c'est une zone de flexion très puissante.
faut compter en général pour un membre inférieur 20 allers-retours. Enfin 20 épaisseurs, donc 10 allers-retours. On plie ensuite l'attelle en accordéon. On l'immerge complètement dans le haut. On va venir la lisser sur la table. C'est vraiment un temps très important. On répartit de manière harmonieuse le plâtre, son épaisseur. On vient ensuite appliquer l'attelle. Vous voyez donc que grâce au moulage en V, elle est plus large à la racine du membre qu'à la plante du pied. On la moule bien, et voilà, là c'est un temps très important, exactement comme quand on faisait une... Voilà, et on vient la mouler. Alors, il y a quelque chose de très important, deux choses très importantes. D'abord, il faut bien prendre soin de vérifier que la cheville est à 90 degrés de flexion, comme on a vu tout à l'heure en faisant la botte plâtrée. Et deuxièmement, vous voyez qu'ici, grâce au petit billot qui maintient la cheville surélevée, on a une flexion de genou, instantanément, une flexion de genou de 10 à 30 degrés. Et c'est la position de repos du genou. C'est donc dans cette position-là qu'il faut réaliser l'attelle. Jamais un genou en extension complète, comme on le verra tout à l'heure pour le créopédieux. Toujours 10 à 30 degrés de flexion. Et vous voyez que ici, grâce à ce petit billot, on obtient très aisément à la fois la cheville à 90 degrés et à la fois les 10 à 30 degrés de flexion dans le genou. On moule bien les contours du plâtre, voilà, pour ne pas être vulnérant pour les malléoles. Il faut éviter au moment de la prise toute flexion-extension de genou, évidemment, sinon ça risquerait de briser le plâtre en cours de séchage. Vous voyez ici tout le membre inférieur en bonne position, le genou qui est fléchi entre 10 et 30 degrés, la cheville qui est à 90 degrés. Donc on replie le jersey ensuite à la partie proximale, et vous voyez qu'en fait la V-bande vient elle aussi se retrousser, ce qui permet en fait de protéger quand on voudra faire une extension de hanche. On replie le jersey. Donc on a retourné le malade avec beaucoup de précautions pour pouvoir dérouler la bande Velpo. On dégage bien tous les orteils. Donc là, l'aide peut soulever le membre par les orteils, pendant que le chirurgien déroule la bande. Toujours penser à dérouler en aller-retour sur le veto speaker. Voilà, ensuite on fixe avec du sparadrap. Vous voyez qu'on a immobilisé ainsi plusieurs articulations, à la fois le genou, mais également la cheville, et le médio-pied, et même l'avant-pied. Comme le plâtre, l'attelle doit laisser libre la face dorsale des orteils et permettre de bien recouvrir les métatarsiens. Très bien. On va maintenant vous montrer comment on réalise un plâtre créopédieux. Donc de la même manière que quand on faisait un BAVP, on commençait par faire une manchette que l'on complétait par la suite. On va ici commencer par faire une botte plâtrée.
que l'on complétera sur un acroropédieux. Alors, on prend, comme toujours, donc 2 longueurs de jersey. J'insiste sur un point important pour le membre inférieur. Il faut prendre quand même toujours beaucoup plus long, disons 30 cm plus long que la mesure exacte du membre. Pourquoi? Parce que le jersey étant beaucoup plus fin que le diamètre de la cuisse et du membre général, enfin du membre inférieur en général, il faut considérer que tout ce qu'on va gagner en élargissement de la bande, on va le perdre en longueur. Donc elle va rétrécir, puisqu'elle va s'élargir. Il faut penser à prévoir cela, sinon vous aurez des bandes trop courtes. Voilà, donc comme tout à l'heure pour la botte, on commence par dérouler le jersey, en localisant le seul pli que vous tolérerez à l'endroit où vous le souhaitez. Cette fois-ci, le jersey remonte beaucoup plus haut, puisqu'il va s'agir de faire un acroropédieux. On passe le premier jersey. On place ensuite la belle-bande. Alors là, oui, il faut prendre les orteils. Hein. Vous voyez, c'est ce que je disais, il ne faut pas qu'il y ait une course-poursuite entre la main de l'aide et la main du chirurgien, sinon on va en permanence courir l'un après l'autre, et ça ne va pas être confortable. L'aide doit trouver une position dans laquelle il peut aider de manière optimale sans bouger. En l'occurrence, il va s'agir de tenir les orteils. Voilà. Alors on protège bien le pli de flexion du genou, donc le cropoplité, de la même manière qu'on protégeait bien le pli de flexion du coude. Pour protéger les éléments nobles du cropoplité. On passe ensuite le deuxième jersey par-dessus la belle-bande. Voilà, et à partir de ce moment-là, l'aide n'a plus à toucher à autre chose que les orteils, en tout cas pour le moment. Voilà, donc on va commencer par faire la botte plâtrée, toujours dans la bonne position, c'est-à-dire à 90 degrés, sans varus, sans valgus, en tenant par 3e, 4e ou 4e, 5e orteil. Donc l'aide s'efface pour laisser travailler le chirurgien qui fait le plâtre. Donc encore une fois, quand vous faites des plâtres un peu sophistiqués, soyez patient, il n'y a aucun mérite à faire un acroropédieux en 5 minutes. Il faut prendre le temps qu'il faut, il faut qu'il soit bien fait. Vous voyez comme pour la botte plâtrée qu'on recouvre les métatarsiens jusqu'à leur extrémité distale, et qu'en revanche on laisse assez libre la face dorsale des orteils. Et une fois que c'est pris, on va compléter l'immobilisation sur la partie cruro-tibiale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien regarder, le pied et la cheville étant à 90 degrés de flexion,
tout mouvement de flexion-extension qu'on va essayer d'imposer à la cheville, on va en fait les imposer au genou. D'accord? Les deux seules articulations du membre inférieur qui peuvent maintenant bouger en flexion-extension sont la hanche et le genou. Donc on comprend bien qu'en mettant ainsi le genou en flexion, il suffit de laisser reposer le pied sur le thorax ou sur le tronc en tout cas de l'aide pour avoir une flexion de genou, comme on l'avait dit tout à l'heure pour l'attelle, en flexion à 10 à 30 degrés de flexion, ceci étant la position de repos, la position physiologique du genou. Voilà. Jamais de plâtre creux-pédieux à 0 degré, enfin en tout cas en extension complète. C'est très dangereux, ça entraîne des raideurs terribles en position non fonctionnelle. C'est une position physiologique de repos du genou qui est fonctionnelle même si ça aurait été dans cette position. D'autre part, elle va permettre, comme vous allez le voir, de réaliser une chambre postérieure de protection du creux poplité, qui est l'élément majeur préoccupant quand on réalise ce genre de plâtre. Donc on renforce la jonction entre la botte plâtrée et le reste du creux pédieux. Et vous voyez, voilà, c'est important de ne surtout pas trop serrer et d'attaquer le creux poplité de la même manière transversale qu'on attaquait le pli du coude, c'est-à-dire que on ne doit pas avoir une première bande plâtrée qui vient mourir dans le creux poplité ou naître dans le creux poplité. On doit absolument faire en sorte que la première bande vienne transversalement complètement recouvrir le creux poplité. Sinon, l'extrémité de la bande risque d'être très agressive pour ce fameux creux poplité qu'on essaie de préserver au maximum. Donc surtout ne jamais trop serrer la bande et faire en sorte que, voilà, vous voyez, la première bande doit passer comme ceci, très transversale au creux poplité, pour ne pas que ces bords soit agressif pour les éléments nobles du creux poplité. Alors là, c'est un moment où souvent le patient commence à tétaniser sa jambe, ça tremble, etc. C'est là que l'aide intervient, il stabilise. Il stabilise à la fois en rotation, mais aussi en flexion-extension de genou, puisque si jamais le patient fléchit le genou pendant la consolidation du plâtre, eh bien ça va évidemment le fracturer, et ce sera un problème. On n'aura plus un creux pédieux, mais on aura une botte plâtrée, une espèce de genouillère souple. Donc insister sur le moment de prise, sur le maintien dans la bonne position d'extension, en tout cas de semi-flexion. C'est là que tout se joue. Une fois qu'on a passé les premières bandes de plâtre sur le creux poplité, on peut largement le renforcer, puisque c'est justement là qu'il va fracturer, enfin que le plâtre va fracturer, que le plâtre va se casser. Et donc une fois qu'on est sûr qu'on n'a pas comprimé le creux poplité avec la première bande ou les premières bandes, là on peut sans aucun complexe, sans aucun remords, rajouter autant de plâtre que nécessaire sur la région du genou pour renforcer, puisque c'est là que ça va casser. Le quadriceps c'est un muscle largement assez puissant pour casser du plâtre. Voilà, donc on replie le jersey. Là vous voyez qu'on a, voilà, c'est une vingtaine de degrés de flexion du genou. On n'appuie jamais avec les doigts sur le plâtre, c'est toujours la paume, la main en entier. Sinon, si on appuie comme ça fait des empreintes, c'est très, très mauvais. Voilà, alors après, il ne faut pas lésiner sur le plâtre au niveau du genou, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de compression. Donc là, on insiste sur les éléments importants de ce plâtre, les éléments fondamentaux. Alors, on va partir du plus distal. Donc, comme pour toute botte plâtrée, en tout cas pour toute immobilisation plâtrée du membre inférieur, on laisse la face dorsale des orteils bien libre et la face plantaire bien recouverte jusqu'à